Alors je vais commencer par des remerciements et remercier le premier président de la Cour suprême et la Cour suprême dans son intégralité pour cette invitation. Je suis vraiment très ému d'être ici présent parce que c'est le pays où je suis né, même si ce n'est pas le pays où j'ai grandi. Et je suis toujours très heureux de revenir sur mes terres natales. J'ai un sujet que je dois aborder en 20 minutes et je promets de respecter les 20 minutes. Et je voudrais en profiter pour remercier également les traducteurs qui ont été particulièrement sollicités ces 2 dernières heures, avec 2 intervenants très riches dans leur intervention et très denses. Et j'espère que je ne les ai pas épuisés pour ce qui est de la traduction du français à l'arabe. Voilà. Alors, le sujet qui est le mien, je vais essayer d'être bref, mais quelques propos introductifs. La responsabilité médicale, que ce soit en Algérie ou en France, et d'ailleurs, quel que soit le système juridique, c'est un véritable laboratoire du droit en général et du droit de la responsabilité en particulier. D'abord parce qu'on voit toute une évolution dans la conception du droit, et on l'a vu toute la journée, une conception paternaliste, où le médecin se présentait comme étant celui qui savait et qui n'avait pas expliqué au patient ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui, c'est totalement remis en question avec l'idée d'autonomie du patient, avec cette conception que certains qualifieront d'individualiste, d'autres d'humaniste. Et quoi qu'il en soit, le patient a toute sa place désormais au sein du système de santé et au sein du système juridique. Également, on a pu le voir toute la journée, le droit de la responsabilité, c'est un domaine dans lequel il y a un véritable dialogue entre les sources. Évidemment, le juge est souvent le premier confronté aux difficultés, et c'est le législateur qui vient le relayer après toute cette expérience qui a été accumulée par les magistrats et qui lui permet en principe d'avoir un système équilibré. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans le système français. Alors, à côté du législateur et du juge, il y a bien entendu la doctrine. Et cette doctrine est là pour critiquer, une critique constructive, mais qui permet justement d'éclairer les magistrats, parce que la doctrine a une vision d'ensemble, et essayer avec eux bien d'améliorer les systèmes juridiques et le système de responsabilité. Également, le droit de la responsabilité médicale nous montre l'importance que prend aujourd'hui l'incertitude scientifique et la nécessité de repenser le droit, les concepts, les outils, les instruments par rapport à cette incertitude scientifique qui est irréductible. Et on verra de quelle manière cela rejaillit sur les conditions de la responsabilité. Également, lorsque on étudie le droit de la responsabilité, et on a eu plusieurs exemples aujourd'hui, il faut relativiser les distinctions et les dichotomies. La responsabilité contractuelle, la responsabilité extra-contractuelle, la responsabilité, même dans certaines hypothèses déontologiques et civiles, et puis également la responsabilité administrative et responsabilité judiciaire, en tout cas civile et pénale. Et on voit que très souvent, il y a parfois des divergences, mais que très souvent, ils collaborent pour avoir un droit plus cohérent et plus harmonieux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit de la responsabilité, mais que ce soit en Algérie ou en France, c'est un droit relativement jeune. C'est un droit qui est encore en train de se construire aujourd'hui, et les incohérences que vous avez soulignées en droit algérien, elles existent également en droit français. Alors peut-être qu'on est un tout petit peu en avance sur un certain nombre de questions, mais en réalité, vous allez voir qu'il reste encore et demeure encore certaines hésitations. La seule chose qu'il faut retenir, c'est la ligne directrice, c'est qu'il y a une recherche d'équilibre en droit français, et je pense également en droit algérien, qu'est la volonté à la fois de préserver le médecin, qui va exercer un art difficile, et il ne faut pas le dissuader d'intervenir sur des patients qui ont besoin de lui, parce que ça serait au détriment du progrès scientifique, mais en même temps, vous avez de l'autre côté une victime, et qui a été victime parfois de dommages très graves. Et ce qu'il faut, c'est trouver un juste équilibre entre ces 2 intérêts. Et c'est la raison pour laquelle, on verra, il y a une conciliation permanente entre une conception très moralisatrice de la responsabilité, où la faute reste le point cardinal du droit de la responsabilité médicale, mais en même temps, il faut parfois faire preuve d'une certaine compassion pour des victimes qui peuvent rencontrer des difficultés et qui justifient ce qu'on appelle un mouvement d'objectivation de la responsabilité. Et ces 2 éléments, eh bien, on les retrouve dans ce droit de la responsabilité que je vais présenter en 2 temps assez rapidement. Le premier temps, c'est voir comment ont évolué, en vue de cet équilibre, les contours
de la responsabilité. Et puis ensuite, je verrai comment on a étendu les conditions de la responsabilité, toujours avec cette volonté de maintenir un équilibre entre les deux intérêts. Alors, d'abord, le premier point, on a une évolution du droit de la responsabilité médicale, et le mouvement est exactement le même chez vous, qui n'est pas un mouvement linéaire, un mouvement circulaire, réflexif, mais dans lequel il y a justement une évolution des contours de la responsabilité. D'abord, cette responsabilité, elle a été construite par la jurisprudence. Et la jurisprudence en France en a fait une responsabilité au départ contractuelle. Alors, je ne reviens pas sur les premiers temps de cette responsabilité où on considérait que le médecin ne pouvait pas être responsable. Alors, il était responsable en tant qu'homme pour sa vie au quotidien. Mais dès lors qu'il exerçait son art, on ne pouvait pas le considérer comme étant responsable. Il y avait une connotation, une coloration religieuse, la main de Dieu. Et donc finalement, c'était le destin, l'octobre. Et par conséquent, si la personne n'était pas soignée ou subissait un dommage, on ne pouvait absolument pas le reprocher au médecin. Alors tout cela date de 1835, c'est relativement vieux. Évidemment, après, et vous l'avez tous cité, on a eu l'arrêt Mercier. Et cet arrêt Mercier qui n'est pas un service rendu aux victimes. C'est une volonté de protéger le médecin. Parce qu'à l'époque, le droit de la responsabilité extra-contractuelle était une responsabilité qui commençait à s'objectiver. C'était l'arrêt Théphène sur les accidents du travail, c'était également l'arrêt qui consacre le principe général de responsabilité du fait des choses. Et donc on a une responsabilité sans faute qui gagne le droit de la responsabilité extra-contractuelle. Et pour protéger le médecin de ce mouvement de responsabilité sans faute, on va considérer qu'il est dans une relation contractuelle avec son patient. Et c'est donc une responsabilité pour faute, considérant qu'à l'intérieur de ce contrat, il y avait une obligation de moyens. Il doit faire son possible pour apporter des soins consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises et actuelles de la science. Voilà le début de la construction, et c'est la responsabilité contractuelle du médecin. Et on a, par analogie, transposé aux établissements privés, puisque je n'évoque que cela, même si je pourrais dire quelques mots de la responsabilité administrative, mais en matière privée, pour les établissements, au départ, leur responsabilité, c'était celle d'un hôtelier. C'est-à-dire que s'il y avait un manquement dans le cadre de la prestation, mais la prestation d'hôtellerie, la chambre, le confort, eh bien, à partir de là, vous pouviez engager la responsabilité de l'établissement. En revanche, pour la prestation médicale, l'établissement n'était pas concerné jusqu'à 1945, et surtout avec des arrêts des années 90, qui vont aligner la responsabilité des établissements sur celle du médecin lui-même. D'accord? Alors, je ne rentre pas dans les détails, on le verra par la suite. Que s'est-il passé après? Bien après, puisque la jurisprudence a continué de s'enrichir avec différents fondements que je n'ai pas le temps d'approfondir ici. Mais est intervenu le législateur, la fameuse loi Kouchner du 4 mars 2002. Et dans cette loi du 4 mars 2002, on s'est tout d'abord posé la question de son articulation avec le droit commun. Et le principe depuis 2010, et ce n'est qu'un principe, c'est que cette loi serait d'application exclusive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, on n'a plus à se poser la question de savoir si c'est du contractuel ou de l'extra-contractuel. Désormais, on a un régime spécial de responsabilité, et il faut tout simplement citer les articles du Code de santé publique, article notamment 1142-1 du Code de santé publique, qui règle toutes les questions de responsabilité, y compris les responsabilités administratives. Il n'est plus nécessaire, en principe, de distinguer responsabilité de droit privé et responsabilité des établissements publics. Si je veux schématiser dans cette loi du 4 mars 2002, il y a 3 régimes d'indemnisation. Le principe, c'est la responsabilité pour faute. Faute du médecin, faute de l'établissement, mais le principe reste une responsabilité subjective. À côté de cette responsabilité subjective pour tous les dommages, on a prévu l'application, dans certains cas, notamment quand des produits ou des choses ont causé un dommage, eh bien d'appliquer le régime de la responsabilité des produits défectueux. Donc, celui que l'on a dans le Code civil et qui est d'application exclusive. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un médicament ou un produit ou un outil qui est utilisé, qui est défectueux, qui cause un dommage, vous ne pouvez appliquer que le régime de responsabilité
du fait des produits défectueux. Alors évidemment, la jurisprudence française a fait une petite distinction, sauf si vous pouvez engager une action de responsabilité sur un autre fondement que celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, c'est-à-dire pas sur une responsabilité objective, mais sur un autre type de responsabilité dont les conditions seraient différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous pouvez invoquer la garantie des vices cachés, vous avez le droit de choisir. Ou s'il y a une faute, vous avez le droit de choisir le droit de la responsabilité civile droit commun sur le fondement de la faute plutôt que les produits défectueux. Et très récemment, on y reviendra, la notion de faute a été élargie puisqu'on intègre dans la faute le manquement à un devoir de vigilance. Le devoir de vigilance est une notion très très large et qui vient justement assouplir les contours de la faute. Ça, c'est le deuxième régime de responsabilité. Puis le troisième, c'est de la solidarité nationale. Pour les accidents médicaux, pour les infections nosocomiales avec une incapacité de travail, en tout cas un dommage de plus de 25% d'ITT, ou alors pour les infections iatrogènes, c'est-à-dire les médicaments qui peuvent vous causer des allergies ou éventuellement des dommages beaucoup plus graves. D'accord? Donc ça, c'est un régime d'indemnisation, avec un fonds d'indemnisation qui relève de la solidarité nationale. Voilà ce qui est prévu dans la loi. Mais demain, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pourrait en discuter, demain on se demande comment on va articuler les deux. Et je vais vous donner un seul exemple pour que vous compreniez. Mais comment je vais articuler le droit commun qui a été construit par la jurisprudence et cette loi spéciale du 4 mars 2002. Normalement, si vous reprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, en 2010, on nous explique que la loi est d'application exclusive. Donc je n'ai pas à me référer à l'ancienne jurisprudence. Je n'ai pas à raisonner en termes de responsabilité contractuelle. Je n'ai pas à appliquer le régime de responsabilité administrative, qui peut être un régime sans faute du service public. Non, je dois uniquement appliquer la loi de 2002. Mais ce n'est pas vraiment ce que l'on fait. Par exemple, en matière administrative, quand il y a un produit défectueux qui cause un dommage, eh bien le Conseil d'État, pour l'instant, refuse d'appliquer la loi sur les produits défectueux et préfère dire que c'est une responsabilité sans faute de l'établissement public. Ou encore, autrefois, quand vous aviez un médecin qui faisait intervenir une équipe médicale et que le patient n'avait pas choisi l'anesthésiste, l'infirmière, mais uniquement le médecin, dans ce cas-là, le médecin était tenu contractuellement de tous les dommages, y compris ceux qui avaient été causés par l'infirmière ou par l'anesthésiste. Sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel est le système qu'on va appliquer, mais avec la loi du 4 mars 2002, ce n'est plus possible. Il n'y a plus de contrat. Donc chacun est en principe personnellement responsable de sa faute. Le médecin, comme l'anesthésiste, comme l'infirmière. Ça, c'est ce que l'on devrait faire. Mais quand on regarde la jurisprudence, ce n'est pas toujours très clair. Mais avec le temps, on arrivera à cette solution. Voilà quelques exemples. Je voudrais, dans un deuxième temps, il me reste 7 minutes, dans un deuxième temps, après vous avoir très rapidement tracé l'évolution des contours de la responsabilité, qui vous voyez sont des contours beaucoup plus souples, je vais essayer de voir avec vous comment la jurisprudence et le législateur ont essayé d'assouplir les conditions de la responsabilité. Et cela a été évoqué plusieurs fois. Les conditions classiques de la responsabilité, la faute, le dommage et le lien de causalité. Alors commençons par la faute. N'oubliez pas, l'idée c'est toujours de maintenir un équilibre entre la liberté du médecin et puis la dignité du patient. Et pour ce qui est de la faute, il y a toute une jurisprudence avant la loi du 4 mars 2002 qui avait une conception relativement souple de la faute. D'abord, évidemment, comme vous l'avez très bien dit ce matin, l'erreur n'est pas une faute, même si, et quelqu'un est intervenu tout à l'heure pour dire que toute faute est une erreur, mais toute erreur n'est pas une faute, absolument. Il y a l'erreur fautive et puis l'erreur accidentelle, d'accord, si on veut essayer de schématiser. Mais, justement, c'est pas toujours aussi clair. Par exemple, la simple maladresse. La maladresse ne devrait pas relever du domaine de la faute. La maladresse devrait être considérée comme relevant plutôt de l'accident et de l'aléa. Et pourtant, la jurisprudence de la Cour de cassation a intégré la maladresse dans la catégorie de faute. Mais pourquoi elle l'avait fait à l'époque? Parce qu'il n'y avait pas un régime d'indemnisation très clair. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de cas de responsabilité sans faute. Et pour compenser, elle a une conception très large de la faute. Mais désormais, puisqu'il y a des cas de responsabilité sans faute et un régime d'indemnisation qui fait appel à la solidarité nationale, eh bien,
peut revenir à une conception plus stricte de la faute. C'est, à mon avis, l'explication qu'il faut donner. Maintenant, il est vrai que cette notion de faute, comme les domaines où l'incertitude scientifique est importante, eh bien cette notion de faute est encore assez souple. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai évoqué le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance est intervenu dans un domaine où il y avait une incertitude scientifique. Et quand il y a une incertitude scientifique, il y a des risques qu'on ne maîtrise pas parfaitement. Et bien dans ce cas-là, le 15 novembre 2023, la Cour de cassation, à propos de l'affaire du Mediator, que tout le monde connaît, eh bien, a considéré que les produits défectueux pouvaient être appliqués, mais là ce n'était pas satisfaisant, puisqu'il y avait des problèmes de risque de développement notamment. Et donc la personne a préféré se fonder sur le droit commun et sur la notion de faute. Sauf que la faute traditionnellement conçue ici était difficile à établir. Mais ce qu'ont utilisé les juges, c'est le devoir général de vigilance. Lorsqu'il y a en matière de santé ou en matière d'environnement des risques incertains, il faut établir une cartographie des risques. Il faut prendre des mesures préventives. Il faut mettre en place des protocoles et des procédures de contrôle. Ça élargit considérablement le domaine de la faute et cela permet plus facilement d'engager la responsabilité, ici, des laboratoires, en tout cas des fabricants de médicaments. Donc, vous voyez que cette notion de faute, elle est entendue plus largement. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a créé une nouvelle catégorie de faute, le manquement à l'obligation d'information. Et dans la loi du 4 mars 2002, on a repris justement cette obligation d'information avec un champ très large, puisqu'on considère que le personnel de santé doit informer de tous les risques graves, donc même si ce sont des risques exceptionnels, mais également tous les risques fréquents, donc même s'ils ne sont pas graves. Donc vous voyez que le champ de l'obligation d'information est relativement large, ce qui permet de faciliter derrière l'indemnisation. Ce qui m'amène à mon deuxième point sur l'extension de la catégorie de dommages. Alors, on connaît la perte de chance, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où on ne vous a pas informé et qu'on a un dommage qui se réalise, on vous a fait perdre, en raison du manquement à l'obligation d'information, un risque d'éviter le dommage. Dans ce cas-là, en France, on intègre ça, ce qui est une fiction, dans la perte de chance, pour vous donner un petit quelque chose. D'accord ? Mais on est même allé plus loin. C'est-à-dire qu'on a créé un deuxième préjudice, qui est le préjudice d'impréparation. C'est-à-dire que si on vous avait informé, eh bien, évidemment, peut-être que vous auriez refusé l'opération, mais le dommage vous a été causé, ça a causé même un autre dommage, qui est celui de ne pas être préparé au préjudice que vous avez subi. Donc tout est possible, vous voyez, en droit français, pour essayer de mieux indemniser les victimes. Et puis on est même allé plus loin. C'est-à-dire que même quand on ne vous a pas informé qu'il y avait un risque de dommage, et que ce risque de dommage ne s'est pas réalisé, parce que finalement l'opération a réussi, eh bien on a certains arrêts qui ont admis qu'il y avait tout de même un manquement à l'obligation d'information qui est fondée sur le droit à la dignité, et donc un droit subjectif, et le seul fait de ne pas vous informer est un manquement à ce droit subjectif qui justifie une indemnisation. Donc tout ça pour vous dire, et je m'arrêterai là sur cet exemple, qu'il y a une conception là aussi extensive du préjudice, lorsque dans les cas les plus graves, puisqu'on ne fait pas ça dans n'importe quelle hypothèse, mais dans les cas les plus graves, il faut trouver un moyen d'indemniser les victimes. Et puis également, dernier point, et il me reste 1 minute 30, il y a un mouvement d'extension de la condition du lien de causalité. Parce qu'il faut savoir qu'en la matière, et en droit français en particulier, le lien de causalité est un instrument d'équité. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a toujours refusé de consacrer une théorie telle que la causalité adéquate ou l'équivalence des conditions que vous connaissez aussi. Ce qui laisse, dans des hypothèses un peu exceptionnelles, le moyen de statuer en équité sans le dire. Et puis également, les juges, conscients des difficultés scientifiques, eh bien, ont adapté la notion de causalité. Et notamment, il y a une affaire très célèbre pour le cas des personnes qui ont été vaccinées contre l'hépatite B et qui ont déclaré peu de temps après des cas de sclérose en plaques. Certains pensent qu'il n'y a pas de lien de causalité, d'autres pensent qu'il y a un lien de causalité, mais il y a une incertitude. Et on ne peut pas exclure avec certitude le lien de causalité. Eh bien, en la matière, justement, la Cour de cassation a considéré que, même s'il n'y a pas de lien de causalité scientifique, on peut établir un lien de causalité juridique. La vérité scientifique n'est pas la vérité juridique, et on peut s'appuyer sur un faisceau d'indices. Il n'y a pas d'autre explication. Ce n'est pas une population à risque, la personne ne faisait pas l'objet de transfusion, elle n'est pas allée dans un pays où il y avait des risques
qui permettait d'expliquer le déclenchement de la sclérose en plaques. Il n'y avait pas dans sa famille des gènes qui pourraient l'expliquer. Et donc, comme il n'y a aucune autre explication, on peut considérer que probablement c'est lié à la vaccination contre l'hépatite B. Je pourrais multiplier les exemples en matière de lien de causalité, il y en a d'autres, mais vous le voyez, d'une manière générale, on a une loi qui progressivement va prendre la place de la responsabilité créée par la jurisprudence, et une loi qui va jouer avec les conditions de la responsabilité pour essayer, dans des situations exceptionnelles, de répondre à un objectif premier qui est celui de la responsabilité, qui est de réparer les dommages les plus graves. Merci.